Draco. Come. Ah, well done, Draco. Well done. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça y est, c'est fait! Les Ducks ont égalé l'offre de contrat déposée par les Flyers de Philadelphie à Leo Carlsson. Celui-ci va rester en Californie et va faire 18 millions de dollars par année en moyenne pour les 5 prochaines saisons. On a fait ce qu'il fallait faire du côté des Ducks d'Anaheim. Je vous l'avais dit, je m'attendais à ce qu'on égale cette offre. D'aucune façon, tu allais être capable, avec les 4 premiers choix que tu allais recevoir de la part des Flyers, d'aller trouver un équivalent à Leo Carlsson sur le marché. Que ce soit des transactions ou que ce soit au repêchage, Leo Carlsson livre la marchandise pour un 2e choix au total dans sa jeune carrière. Oui, c'est une pilule qui est dure à avaler à court terme pour les Ducks d'Anaheim, mais c'en est une qui était la bonne décision. Quand même, ça veut pas dire qu'on est sorti du bois, ça veut pas dire que la situation va être facile dans les prochaines années pour Anaheim. Je dirais même qu'au contraire. Je pense que les Ducks d'Anaheim sont peut-être maintenant condamnés à être les prochains Maple Leafs de Toronto. Je vous explique pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, mais d'abord, je veux absolument qu'on commence en parlant du communiqué de presse émis par les Ducks et dans le deuxième paragraphe, la citation des propriétaires des Ducks d'Anaheim qui va comme suit. Égaler l'offre était une décision facile. Ce avec quoi je viens de le dire, je suis en accord. Mais la justification, puisque Pat avait intelligemment laissé assez d'espace sous le plafond pour nous donner l'opportunité de garder Léo. Intelligemment garder suffisamment d'espace sous le plafond. Cher propriétaire des Ducks, clignez des yeux 2 fois. Si Pat Verbeek vous détient en otage, je sais pas, y a-t-il un fusil dans votre dos? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette citation-là? Oui, Pat Verbeek a fait caca dans ses culottes. Mais il a été assez intelligent pour s'amener 2 paires de boxers, fait qu'on est correct. Il a quand même fait caca dans ses culottes. C'est quoi ça? Les Ducks auraient pu, l'été dernier, prolonger Leo Carlsson et Cutter Gauthier pour à peu près le montant qu'ils viennent de signer Leo Carlsson ou un peu plus. Et là, ils se retrouvent dans cette situation-là, mais les proprios des Ducks sont contents parce qu'ils s'étaient gardés assez d'argent sous le plafond. Je n'en reviens pas. Et à ceux qui disent, pourquoi tu dis qu'il aurait pu les signer l'été passé pour moins? Ben, de un, il y a une entrevue avec Sportsnet où Leo Carlsson est avec Elias Peterson. Elias Peterson se fait demander de prédire le prochain contrat de Carlsson, puis il le regarde, puis il dit « Tu veux-tu un contrat pont ou un contrat long terme? » Il dit 8 ans. Il dit « 9 millions par année. » Et là, l'intervieweur dit « Tu signerais-tu ça, 8 ans, 9 millions par année? » Il dit « Oui! » Un an plus tard, il signe pour 18 millions par année. Et là, Cutter Gauthier regarde ça et il se dit « Let's go, maintenant, je veux mon argent. » Et au moment où on se parle, les Ducks d'Anaheim ont 9 millions et des poussières pour prolonger Cutter Gauthier, qui, je vous rappelle, n'est pas éligible à une offre hostile. Et Cutter Gauthier va faire au-dessus de 10 millions de dollars. Donc, ce n'est pas terminé du côté des Ducks d'Anaheim. Il faut se sortir de ce pétrin. Pat Verbeek a du gros travail à faire encore cet été. Bon, il est à Anaheim, il peut littéralement travailler les pieds dans le sable s'il veut, mais au sens figuré, il n'est pas rendu à se mettre les pieds dans le sable et à se préparer pour la prochaine saison parce que il doit libérer du salaire. Je ramène un graphique identique au dernier épisode. Voici des vétérans qui coûtent cher, qui pourraient être transigés, à l'exception bien sûr d'AJ Greer qu'on vient d'aller chercher. Mais honnêtement, avec le recul, tu n'aurais peut-être juste pas dû signer AJ Greer. Michael Granlund, il ne sera pas transigé non plus, surtout avec la transaction Mason McTavish. Il est le 2e centre pour la prochaine saison pour les Ducks d'Anaheim. Troy Terry, Chris Kreider, Alex Killorn, Frank Vetrano.
Voilà les 4 candidats à être transigés dans les prochains jours par les Ducks d'Anaheim. Du lot, Frank Vatrano est peut-être le plus facile à transiger. Les 4 ont une clause de non-échange modifiée, là, une liste d'équipes où ils ne peuvent être transigés. Chris Kreider a la plus grosse clause de non-échange. Il y a 15 équipes sur sa liste. Donc, si on inclut le fait qu'il est déjà à Anaheim, il y a la moitié de la ligue où il ne peut pas être échangé. Et Frank Vatrano a la plus petite liste d'équipes où il ne peut pas être échangé. Il a le plus petit contrat de la gang. Sauf que tu es peut-être encore très serré si c'est Frank Vatrano que tu transiges. Moi, je ne vais pas être surpris si c'est Alex Killorn qui est le joueur transigé par les Ducks d'Anaheim. 6,25 millions, ça a encore de l'allure pour Alex Killorn. Il lui reste seulement une saison à son contrat de mémoire sous toute réserve. J'ajouterai une note là, si jamais c'était 2 ans, mais je suis pas mal 100% sûr que c'était une année de contrat restante pour Alex Killorn avec les Ducks d'Anaheim. Donc, avec tout ça, il va falloir prolonger Cutter Gauthier. On va trouver une manière de le faire. Pourquoi je dis que je m'attends maintenant à ce que les Ducks d'Anaheim soient les prochains Maple Leafs de Toronto? Avec ce contrat à Leo Carlsson, 18 millions, avec le contrat de Cutter Gauthier, qui pourrait se situer quelque part entre 12 et 15 millions de dollars, Beckett Seneca, qu'on va devoir ensuite prolonger, et bien sûr, s'ajoute à ça déjà le 9 millions à Jackson Lacombe en défense, ben, tu te retrouves avec un Big Four très, très coûteux potentiellement du côté des Ducks d'Anaheim, ce qui n'est pas sans rappeler les Maple Leafs de Toronto. En 2021-2022, les Maple Leafs de Toronto avaient tout près de 50% de leur masse salariale qui était dédiée à 4 joueurs. Le Big Four, Austin Matthews, John Tavares, Mitch Marner et Willie Nylander. On était très légèrement sous les 50%. Vous regardez ça et bien sûr, vous vous dites « Ouais, mais le gros problème de ce Big Four-là, en plus de l'argent, c'était que c'était 4 attaquants. » On pourrait aussi dire qu'il y avait la masse salariale qui était stagnante à ce moment-là, le plafond salarial qui avait stagné en raison des saisons écourtées, de la pandémie, etc. Ce ne sera pas le cas pour les Ducks d'Anaheim pour les prochaines années. On a un beau jeune noyau et là où il y a une belle différence justement avec les Ducks qui est positive pour eux, c'est la présence de Jackson Lacombe. De 1, il va être le contrat le plus avantageux de la gang. De 2, c'est un vrai défenseur numéro 1 qui contribue de l'attaque mais qui est également un excellent défenseur défensif. Ça va aider les Ducks d'Anaheim par rapport aux Maple Leafs de Toronto, c'est vrai. Ce que j'ai hâte de voir, c'est Beckett Seneca. Il vient de connaître une excellente saison recrue. S'il connaît une tout aussi bonne deuxième saison, s'il va chercher du 70 points, s'il va chercher du 80 points, Beckett Seneca rapidement, et avec des Ducks d'Anaheim, des Leo Carlsson, des Gauthier, des Lacombe, peut-être un Minchukov qui s'améliore eux aussi, c'est tout à fait possible pour Beckett Seneca d'améliorer ce qu'il vient de faire à son année recrue. J'ai mis 12 à 15 millions. Ça va peut-être être plus que ça pour Beckett Seneca. Si bien que l'an 1 du contrat de Beckett Seneca, qui sera donc 20. Là, il vient de jouer l'an 1, 26-27 va être l'an 2, donc 28-29. S'il signe aux alentours de ce moment-là, de ce montant-là, ben les Ducks seraient peut-être dans une situation Maple Leafs de Toronto, malgré la montée du plafond salarial, tout près du 50%. Probablement que la montée du plafond va les amener plus proche de 45%. Si on est chanceux, peut-être même 40%, mais c'est quand même un énorme montant à consacrer à 4 joueurs. Oui, même si tu as un défenseur là-dedans. Autre avantage des Ducks par rapport aux Maple Leafs d'il y a environ 5 ans, c'est que personnellement, je crois beaucoup en Luca Dostal. Je pense que c'est un bon gardien numéro 1 qu'on a pour les prochaines années. Il est signé à 6,5 millions de dollars par année. Sauf que, il y a une particularité du contrat de Leo Carlsson, je trouve, dont on parle très peu. Et c'est normal, le 18 millions marque les esprits. Mais je parlais en début d'émission de la pilule dure à avaler qui va peut-être être moins pire dans quelques années. Il y a un endroit où les Ducks, c'est peut-être là où ils grincent des dents et que ça va être difficile pour eux. C'est le fait que le contrat de Leo Carlsson est de seulement 5 ans. Si seulement ça en avait été un de 8 ans. Avec le plafond qui continue à monter, peut-être que les ans 6, 7 et 8, au moment où il sera au début de son apogée, là, Leo Carlsson, ce serait surprenant, à moins qu'on soit déjà rendu à des 30 millions de dollars de salaire annuel, là, ce serait surprenant qu'il devienne un sensationnel contrat à la Nick Suzuki en ce moment, à la Nathan McKinnon lors de son deuxième contrat, mais il deviendrait à tout le moins un bon contrat. Sauf que
il va devoir re-signer à ce moment-là. Et à moins qu'il fasse un Sidney Crosby, qui lui, il décide que c'est 18 millions pour le reste de sa carrière à partir de là, fait ouais, c'est beau, je garde le 18 millions, on va devoir le re-signer plus cher. Encore une fois, un peu à l'image des Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews a été précurseur. Il adopte un petit peu la stratégie NBA, Auston Matthews. Pourquoi les joueurs de la LNH signent presque systématiquement, depuis plusieurs années, les contrats maximum en durée? C'est parce que les contrats dans la Ligue nationale de hockey sont garantis. Prenez un Carey Price. Son contrat qu'il a signé, même s'il s'est blessé très tôt dans le contrat, il n'a pas pu terminer sa carrière comme il l'aurait souhaité, son contrat était garanti, il a touché l'entièreté de l'argent qui était prévu au contrat, même s'il n'a plus joué. Donc, en faisant ça, en signant ces contrats long terme-là, t'assures ton avenir à 100%. Prenez Auston Matthews, par exemple, qui signe des plus courts contrats, mais qui se permet donc d'aller chercher tout le temps le plus d'argent possible. Ben, Auston Matthews, cette année, on lui souhaite pas, bien sûr. Peut-être que certains d'entre vous lui souhaitez. C'est pas correct, ça! Se blesse gravement et ne peut plus jouer. Il fait l'argent qu'il a fait. Il n'y a pas encore 5-6 années de contrat comme il aurait pu avoir avec un salaire garanti s'il avait pris le contrat pleine durée. Donc, l'avantage des contrats à la Auston Matthews, c'est que tu maximises ton argent à court terme. Tu vas toujours chercher de plus en plus gros salaires. Et si ta carrière va pour le mieux, elle va comme tu t'y attends, tu ne te blesses pas, tu es gagnant parce que tu augmentes tout le temps ton salaire. Par contre, advenant le cas moins avantageux d'une blessure, tu peux perdre de l'argent. Bref, de plus en plus de jeunes joueurs sont prêts à prendre ces contrats-là pour tout le temps augmenter la valeur de leur contrat. C'est quelque chose qui pourrait venir faire mal aux Ducks d'Anaheim dans les prochaines années en raison de la courte durée. La courte durée du contrat de Leo Carlsson. Comment les Ducks, maintenant, peuvent, entre guillemets, se sortir de cette impasse et continuer à rivaliser non seulement dans l'Ouest avec les Sharks de San Jose, le Mammouth de l'Utah, qui est une autre belle équipe en montée, mais aussi peu importe les équipes qui vont sortir de l'Est si jamais on se rend en finale de la Coupe Stanley, que ce soit le Canadien de Montréal, que ce soit les Sabres de Buffalo, peu importe, du côté des Ducks, soyons bien honnêtes. Oui, Leo Carlsson livre la marchandise. Beckett Seneca, c'est un coup de circuit au repêchage. Souvenez-vous, Seneca, c'était une surprise qu'il sorte 3e au total. La première année a donné raison. L'acquisition de Cutter Gauthier, sensationnelle. Ça reste que si tu y vas en termes de moyenne au bâton, la reconstruction des Ducks d'Anaheim, on vient de transiger Mason McTavish. Trevor Zegras est déjà parti. Et tu as d'autres espoirs de A- à B qui ne sont pas en train de livrer la marchandise. Tu as des Tristan Luneau qui commencent là, à avoir des répétitions plus régulières dans la Ligue nationale de hockey. Même Pavel Mintyukov, jusqu'ici, après tout un début, n'a pas encore réussi à devenir ce qu'on espérait. Là, on lui a donné le contrat. Pavel Mintyukov, ce sera à voir. Nathan Gaucher, toujours pas dans la Ligue nationale. Il a disputé 3 matchs cette année finalement. Noah Warren, choix de 2e ronde, toujours pas de match dans la Ligue nationale de hockey. Bref, la clé pour les Ducks d'Anaheim maintenant sera que... Parce que, tu sais, soyons honnêtes. Si on oublie les montants, on oublie les contrats. Cutter Gauthier, Beckett Seneca, Leo Carlsson et Jackson Lacombe, je signe où en termes de Big Four? Jackson Lacombe est le plus vieux du lot à 25 ans. T'as 3 gars offensifs, t'as des gars tous physiquement imposants. Ça regarde bien pour cette équipe-là. En raison maintenant des contrats de ces gars-là, ça va peut-être être plus difficile de les entourer. La clé, donc, ce sont d'autres jeunes joueurs qui réussissent à venir non seulement percer l'alignement, mais à prendre des rôles importants. Là, tu as Pavel Mintyukov qui vient de signer avec les Ducks, qui vient de prolonger. Est-ce qu'avec les départs de Jacob Trouba et avec John Carlson qui n'aura fait que passer, est-ce qu'il peut vraiment devenir le joueur qu'on espérait? Il avait tellement bien commencé, il a un petit peu régressé. Est-ce qu'il peut réatteindre le potentiel qu'on voyait en lui? C'est une des premières clés. Roger McQueen qui a signé et qui a terminé la saison dans la Ligue américaine en série avec les Gulls de San Diego. Moi, j'adore Roger McQueen. C'est un joueur de centre. C'est un autre gars qui est énorme. Il est 6 pieds 5. Il avait eu des blessures son année de repêchage qui a fait qu'il avait baissé un petit peu. Il était repêché 10e au total. Il vient d'aller jouer une année à Providence College. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire un saut aussi rapide et aussi
Impressionnant que Beckett Seneca l'a fait cette année. Mais Roger McQueen, s'il peut devenir ton deuxième centre, en attendant, on a Michael Granlund qui est là, ce serait énorme pour les Ducks d'Anaheim. Et là, bien sûr, je l'ai dit, mais là, il faut maintenant que des Tristan Luneau, des Nathan Gaucher arrivent et ne soient peut-être pas parmi les meilleurs joueurs des Ducks, mais deviennent quand même des joueurs de profondeur. Il y a des joueurs qu'on a repêchés cette année, que eux, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais il va falloir bien les développer. Des Solberg, des Klepov. Bref, la façon pour les Ducks d'Anaheim maintenant d'éviter de devenir les Maple Leafs de Toronto à 100%, ça va être comment on développe ces jeunes joueurs-là. Ce sera une énorme clé pour Anaheim. Parce qu'en ce moment, ça a l'air d'un gâchis. Ça a l'air d'un énorme gâchis. Tu viens de faire 2 rondes éliminatoires. Tu as éliminé les Oilers d'Edmonton. OK, c'était pas l'année des Oilers, c'est pas grave. C'était des doubles finalistes de la Coupe Stanley. Tu étais sur une montée comme ça. On dit souvent qu'une reconstruction, c'est pas une belle ligne droite. Les Ducks d'Anaheim en sont un bel exemple. À première vue, ils viennent de frapper un mur financier. Mais comment on va réussir à se relever après avoir frappé ce mur, c'est ce que j'ai hâte de voir. Et sérieux, aux propriétaires des Ducks d'Anaheim, j'espère que vous avez dit ça, là, mais que vous allez watcher votre directeur général. Parce que c'est une gestion de masse salariale complètement atroce. Et maintenant, pour le reste de l'été, soyons honnêtes, jusqu'ici, cette entre-saison de la Ligue nationale de hockey livre la marchandise. On dirait que ça a été des chapitres à date. C'est un bon livre. C'est un méchant bon livre, l'entre-saison 2026 de la Ligue nationale de hockey. Ça a commencé avant le repêchage avec transaction Brady Tkachuk, Dylan Larkin qui va être échangé, Jason Robertson qui refuse des transactions. T'as le repêchage. À la suite de ça, t'as eu d'autres transactions qui sont arrivées. Tu as eu la saga Zach Werenski. Oups, un petit temps mort et bang! Leo Carlson. Oups, là on est dans un petit temps mort depuis l'offre hostile à Leo Carlson. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour moi, en apparence, les 2 grosses histoires à suivre sont celles de Jason Robertson et Dylan Larkin. Dylan Larkin n'a toujours pas été transigé par les Red Wings de Détroit après sa demande de transaction. Les rapports nous disent qu'il aurait ajouté les Stars de Dallas à sa liste. On rappellera que Stevie Y lui avait demandé d'élargir sa liste qui contenait au début seulement les Golden Knights, les Panthers de la Floride et le Wild du Minnesota. Il ajoute les Stars de Dallas qui ne donnent pas tant de marge de manœuvre de plus aux Red Wings, mais à voir. Est-ce que ces 2 gars-là peuvent être impliqués dans une transaction l'un pour l'autre? Ce sera à voir. Pourquoi je dis que ce sont les 2 grosses histoires à surveiller, à mon avis? Ben, c'est parce qu'on le sait, ça. Jason Robertson s'en va en arbitrage, il ne peut plus recevoir d'offres hostiles, il peut quand même être transigé. Et Dylan Larkin, ben, il a demandé à être échangé. Au sujet de Dylan Larkin, je persiste et signe. Quel respect à Steve Yzerman jusqu'ici de ne pas flancher et pas le transiger pour à peu près n'importe quoi, juste pour faire « OK, c'est beau, tu vas t'échanger, bye-bye ». Non, il tient son bout, tu es le capitaine de l'équipe, tu as signé un contrat en bonne et due forme, je vais t'échanger où je veux, quand je veux, au prix que je veux. Respect Stevie Y. Et bien sûr, tu as 2 autres choses à surveiller. Tu as quand même quelques agents libres intéressants, toujours disponibles. Tu as bien sûr Anthony Manta, Patrick Kane. Je pense qu'un gars comme Rasmus Ristolainen, il y a certains rapports qui disent qu'il pourrait peut-être intéresser le Canadien de Montréal. Et la deuxième chose, bien sûr, pour les partisans de hockey au Québec, est-ce que Kent Hughes va faire quelque chose? Au moment de l'enregistrement, on est le 9 juillet 2026. Le Canadien n'a toujours pas fait d'acquisition. Il y a Kirby Dach qui s'en va en arbitrage. Tu as d'autres agents libres avec restrictions à signer, comme Arbor Xhekaj et bien sûr comme Zach Bolduc. On va continuer de suivre ça. Est-ce que les Ducks d'Anaheim sont les prochains Maple Leafs de Toronto? Est-ce qu'on va trouver une façon de s'en sortir de cette merde salariale-là? Dis-le-moi en commentaire. Tu veux ma réaction initiale à cette offre hostile de la part des Flyers de Philadelphie? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!